on voulait vous remercier vraiment d'être venu, d'avoir braillé les beaux champs et les colibets. On vous en sait vraiment gré et on voulait vous remercier, vous, M. Missia, d'avoir accepté notre invitation. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez tous entendu le thème de la conférence. Ce sera sur l'assimilation, comment ça permet de lier immigration et identité. Et après, donc d'abord, M. Missia va nous faire un petit topo, et après, il y aura la place aux questions, et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bien, écoutez, merci d'être venu et d'avoir, comme disait François il y a un instant, bravé les grands démocrates et les grands pluralistes qui manifestent dehors pour réclamer plus de démocratie et plus de pluralisme. Et d'être venu, je suis très content d'être parmi vous. C'est un grand moment d'émotion, puisque vous savez que je suis un ancien élève de l'IEP de Paris, promotion 96, donc ça ne me rajeunit pas. Un grand merci à Génération Z pour l'organisation et l'accueil. Je voulais aussi remercier le service de sécurité de l'IEP de Paris pour sa mobilisation, son professionnalisme, sans lesquels cette conférence n'aurait pu avoir lieu, ainsi que la direction de l'IEP, évidemment, d'avoir autorisé l'événement. Et puis je voulais remercier toutes nos forces de l'ordre qui sont également présentes en nombre pour faire en sorte que cet événement se déroule dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Donc je suis venu aujourd'hui pour vous parler d'immigration et d'assimilation. Alors c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Parce que c'est un sujet dont il se trouve que je l'ai vécu. Je l'ai vécu personnellement, je l'ai vécu familialement. Et donc évidemment, c'est un thème qui prend un relief particulier quand j'ai à m'exprimer dessus, parce que je n'ai pas fait que lire sur l'immigration, l'assimilation et l'identité française. Il se trouve que je l'ai vécu. Et il y a parmi toutes les histoires qu'on raconte, une histoire qui me tient beaucoup à cœur et qui, je crois, est assez emblématique de ce que la France était capable de faire en termes d'assimilation il y a plusieurs dizaines d'années. C'est l'histoire d'un petit garçon que je vais vous raconter, qui est à la fois belle, émouvante et surtout pleine d'espérance. C'est l'histoire d'un petit garçon qui arrive à l'âge de 8 ans en France et qui ne sait pas parler un seul mot de français. La France lui est un pays totalement étranger. Sa mère, francophone et francophile, se met à lui lire des j'aime lire avant qu'il s'endorme. Donc il commence à avoir les sonorités françaises grâce à cette mère liseuse. Et il arrive donc en Alsace, et avec un mois et demi de retard sur la rentrée, il est plongé immédiatement le lendemain dans une école qui connaît ni d'Ève ni d'Adam. On lui montre sa place dans la classe. La première journée se passe, il ne comprend rien, il entend du charabia, et la maîtresse d'école comprend qu'il y a un problème. Elle le prend immédiatement à côté de son bureau et elle lui fait des cours particuliers de français en même temps qu'elle fait cours au reste de la classe. Et progressivement, ce petit garçon commence petit à petit à apprendre le français, à lire son premier oui-oui qu'il emprunte à la bibliothèque de l'école. Et au bout d'un trimestre, on le replace au milieu de la classe. Alors évidemment, c'est très difficile parce que c'est un âge où les enfants peuvent être très durs. Donc pour les cours de sport collectif, il les passe sur le banc, assis sur le banc parce que personne ne veut un petit étranger qui ne comprend rien, qui ne comprend pas la langue, qui ne comprend pas les instructions. Et il comprend que c'est à lui aussi de faire un effort pour aller vers les autres, leur montrer de quoi il est capable, etc. Donc c'est très difficile, c'est une arrivée extrêmement compliquée, à la fois moralement, du point de vue scolaire, mais voilà, petit à petit, il entre comme ça dans la France, et puis un jour, ses parents déménagent, il arrive à Paris, il fait donc une scolarité à Paris. Il a son bac en 89, un bac d'économie, il s'inscrit à la fac, et un jour, il réussit le concours de l'ENA. Après l'avoir tenté à plusieurs reprises, et
le premier réflexe qu'il a quand il réussit le concours de l'ENA, c'est d'appeler cette maîtresse d'école qui, 25 ans plus tôt, l'avait accueilli et puis lui avait appris le français avec des petits découpages dans des cahiers pour lui annoncer que ce petit garçon-là était devenu énarque. Et ben, ce petit garçon, vous l'avez aujourd'hui devant vous. Donc vous voyez de quoi est capable une France qui accueille et qui assimile. Quand je fais une rétrospective sur ce parcours et que j'essaye un petit peu de théoriser comment ça a pu marcher de cette façon, on voit bien qu'il y a deux pôles finalement qui ont joué un rôle. Le premier pôle, c'est évidemment la famille. Je suis issu d'une famille dont la mère est francophone, mais pas le père, mais qui, cette famille, nous enjoignait de ne pas parler l'arabe en public, d'être extrêmement discret dans l'expression d'une autre identité que celle de l'identité française, et nous enjoignait surtout, effectivement, toujours d'être dans le respect et dans la déférence vis-à-vis du peuple qui nous a accueillis. Donc déjà, on apprenait la France, même si mes parents n'étaient pas français, ils m'ont inculqué la France déjà dans le foyer. Et puis, il y a l'école. L'école, c'est très important. Parce que, effectivement, s'il n'y avait eu que mes parents, mais pas cette maîtresse d'école qui avait fait l'effort, un effort particulier pour lequel elle n'était finalement pas payée, puisqu'elle est payée pour faire un cours magistral à la classe, mais pas pour s'occuper des individualités. Il se trouve que sur une classe de 34 élèves à l'époque, il y avait 3 immigrés, dont un non francophone, c'est-à-dire moi. Et effectivement, quand vous êtes sur ce type d'étiage, il est possible qu'un élément soit incorporé dans une masse qui reste une masse nationale. Le problème, c'est que si vous avez des écoles et des classes où les proportions sont inversées, c'est-à-dire où il n'y a plus qu'un seul Français pour 33 immigrés, dont beaucoup, peu ou pas francophones, il n'y a aucune assimilation possible. Qu'est-ce qui a changé, en fait, ces 40 dernières années, et pourquoi ce type de trajectoire, qui est au demeurant également celle d'Éric Zemmour, et celle de bien d'autres Français issus de l'immigration des années 50, 60 et 70, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, depuis, on va dire, une quarantaine d'années, ces histoires deviennent de plus en plus rares? Alors, ça vaut le coup d'essayer de comprendre pourquoi. La première chose, c'est le nombre. C'est-à-dire que la France des années 50, 60, 70 accueillait une immigration, mais c'était souvent une immigration de travail, c'est-à-dire une immigration temporaire, qui repartait dans son pays à l'issue de son contrat de travail. Et ceux qui restaient étaient très peu nombreux, donc il y avait une capacité de les accueillir. Outre le nombre, il y avait aussi la qualité, si je puis dire, c'est-à-dire que il y avait un creuset identitaire français qui était incarné par les élites françaises, défendu par les élites françaises, et il n'y avait pas d'autre possibilité que de s'assimiler ou de se démettre. Le deuxième élément qui permettait cette assimilation, et là, c'est pour ça que si on veut redonner ces lettres de noblesse à ce concept, il va falloir réfléchir à d'autres modalités que celles qui étaient valables il y a 50 ans, c'est que je me souviens, moi, de mon enfance, quand mes parents voulaient appeler l'Égypte, parce que je suis d'origine égyptienne, ils étaient obligés de commander l'appel 24 heures en avance, d'aller au bureau des PTT, et les 3 minutes valaient 100 francs. C'était une fortune. Donc en fait, quand un immigré arrivait dans un pays, il brûlait ses vaisseaux. Il n'avait plus aucun contact avec son pays d'origine. Aujourd'hui, la technologie fait que vous avez des masses d'étrangers qui arrivent et qui ne peuvent pas s'assimiler, tout simplement parce que grâce aux technologies, les WhatsApp, les Viber, les Messenger, les je ne sais quoi d'autre, vous pouvez vivre en France, et ça je ne parle même pas des antennes paraboliques qui vous permettent de capter les chaînes de votre pays, etc. On peut continuer à vivre en France, physiquement, mais en étant mentalement et culturellement encore dans son pays d'origine.
À partir des années 80 et de l'avènement de Mitterrand, d'abord, juste avant, il y a eu le regroupement familial. Le regroupement familial, en fait, on a changé comment dirais-je, le logiciel même de l'immigration. C'était plus une immigration majoritairement de travail, c'est devenu une immigration de peuplement. Mais la raison du regroupement familial, vous la connaissez peut-être, c'était une raison économique. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez le patronat français qui accueillait des immigrés, qu'il formait pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois, et qui au bout d'un moment, évidemment, commençait à avoir un retour sur l'investissement de formation qu'ils avaient réalisé sur ces ouvriers. Sauf que comme les contrats ne duraient que 3 ans, en fait, au moment où l'ouvrier immigré arrivait au sommet de son efficacité, il était obligé de repartir. Et comme les années 70 sont aussi de la décennie des chocs pétroliers, de l'ouverture des économies, de la baisse de productivité, le patronat français a insisté auprès de Giscard en disant « Mais attendez, ces immigrés, on les accueille, on les forme, et au moment où ils deviennent le plus productifs, on les vire. » C'était tenable dans les années 50 et 60 quand les économies étaient fermées et qu'il n'y avait pas de concurrence ou de compétition internationale. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc en fait, on va garder les ouvriers et on va faire venir leurs familles pour les fidéliser en France. Le problème, c'est que c'est un raisonnement purement économique, sans aucune réflexion sur les conséquences identitaires d'une telle politique et qui se manifesteront crescendo à partir des années 80. S'ajoute à cela un changement de paradigme politique avec l'avènement de la gauche en 1981 qui finalement change radicalement le discours des élites françaises sur la France. C'est-à-dire que grosso modo, jusqu'à la fin des années 70, ce qu'on entendait à la télé, c'est que la France avait été un pays de résistants, que la France avait été porter le progrès, l'universalité à travers le monde, que la France était un peu le phare culturel du monde. Il y avait une puissante idée, une belle idée de ce qu'était la France. 81, 82, 83, moi je débarque à Paris en 82 avec mes parents, et qu'est-ce qu'on commence à entendre à ce moment-là ? La France est un pays raciste, la France est un pays antisémite, la France est un pays colonisateur, la France est un pays esclavagiste. Et tout ça à grand renfort de séries, d'émissions, etc., qui vous expliquent en fait que la France est un pays horrible. Donc déjà, à l'époque, moi j'avais 12, 13, 14 ans, c'est aussi l'époque de l'adolescence où vous vous cherchez un peu, puisque arrive en 83, 84, j'avais 14 ans, j'avais une moitié de ma vie qui était passée hors de France et l'autre moitié à l'intérieur de la France. Donc on est un peu perdu. On n'est plus ce qu'on était, et ce que vous voulez devenir, on vous l'interdit. Donc c'est compliqué. Et en plus, il y a tout le discours de SOS Racisme, qui sont tous aujourd'hui au PS, et du droit à la différence. En gros, si on doit résumer par une formule, l'assimilation, c'était la France qui disait, les Français qui disaient aux immigrés « devenez ce que nous sommes ». À partir des années 80, la gauche est passée à un autre concept, c'est le droit à la différence. Ils ont choisi le concept d'intégration au concept d'assimilation. Et l'intégration, c'est quoi ? C'est rester ce que vous êtes. Restez ce que vous êtes. Vous avez le droit d'être différent et vous avez le droit de cultiver une culture différente au sein de la culture française. Alors depuis, je ne vous raconte pas. On n'en est même plus à l'intégration. On est passé, pour la gauche, l'extrême gauche, les progressistes, à une phase ultime supérieure qui s'appelle la désintégration, où ces belles âmes et ces beaux esprits disent aux Français, les Français qui disent aux étrangers « devenons ce que vous êtes ». Donc l'assimilation, devenez ce que nous sommes, l'intégration, restez ce que vous êtes, et la désintégration actuelle, c'est devenons ce que vous êtes. Pourquoi je me suis engagé depuis des années dans le combat pour la France? Parce que j'estime
et comme beaucoup de Français, que la France, comme tout pays au monde, comme toute nation au monde, a une identité nationale spécifique. La France n'est ni un désert identitaire sur lequel toutes les graines qui viennent de n'importe où peuvent pousser, et la France, ce n'est pas non plus un hall de gare dans lequel n'importe qui, venant de n'importe où, se comportant n'importe comment et parlant n'importe quelle langue peut être français. Cette idée est inacceptable quand il s'agit d'un autre pays, quel qu'il soit à travers le monde. Pourquoi voudriez-vous que cette idée soit acceptable en France? C'est-à-dire que tout ce langage, ces concepts de la gauche et des progressistes, dont ils font métier de nous expliquer ce que c'est la normalité en France, tout en accusant les Français d'être racistes et d'extrême droite et intolérants s'ils ne l'acceptent pas, ils n'oseraient pas tenir le même discours dans un autre pays au monde, tout en vous expliquant avec la même verve que ce pays-là doit défendre son identité. C'est ça qui est complètement dingue. C'est-à-dire, ce sont des gens, si vous remplacez le terme français, française, France, par Maroc, Marocain, Marocaine, ils applaudiraient. Mais dès que c'est France, Français, France, ça devient Rance. Ils oublient le F. C'est fou. En fait, dans cette histoire, ce que propose le camp national et singulièrement Éric Zemmour, c'est juste que l'identité nationale française, qui s'est forgée à travers les siècles, qui est encore incarnée par un peuple historique, parce que ces mêmes furibards qui nous gouvernent vous disent qu'il n'y a pas de Français de souche. Mais alors attendez, s'il n'y a pas de Français de souche, on s'intègre à quoi? Et on s'assimile à quoi? Il faut bien reconnaître qu'il y a une identité nationale pour pouvoir ensuite dire, avec bonne foi, que vous êtes pour l'intégration et l'assimilation des immigrés. Les mêmes qui vous expliquent qu'il n'y a pas de Français de souche et que l'identité nationale française n'existe pas, ne peuvent pas vous dire qu'ils sont pour l'intégration et l'assimilation. C'est contradictoire. Et en fait, les gens comme moi, comme Éric Zemmour, comme d'autres Français assimilés, sont encore plus détestés par les gauchos progressistes que les Français de souche. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils me disent, mais toi, tu avais la chance de rester immigré. Nous, tu comprends, on n'avait pas le choix. On peut être que français, on peut être que blanc. Mais toi, pourquoi tu as choisi ce chemin? Tu aurais pu être ce que tu es, c'est la classe. Ben non. Moi, j'ai choisi de rendre à la France ce qu'elle m'a apporté. Et en fait, ce que disent beaucoup mes adversaires sur les plateaux, et c'est là où ils se démasquent en fait, c'est « Mais attendez, vous tenez un discours identitaire sur la France, vous défendez l'identité française, mais vous êtes immigré vous-même !» Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que je suis immigré moi-même, si je n'entame pas le même processus de détestation de la France, je ne peux pas être considéré comme quelqu'un de respectable? Non. On peut être immigré, embrasser l'identité nationale française et devenir un Français comme un autre. C'était ça le pacte de l'assimilation. Le pacte de l'assimilation, c'était quoi? C'était de dire aux immigrés qui souhaitent entrer dans notre communauté nationale, fais l'effort de nous ressembler culturellement et identitairement et tu seras traité exactement comme l'un des nôtres. Et c'est vrai, moi je peux témoigner que je n'ai jamais été victime de racisme. Pourquoi? Parce que je me comporte comme un Français, je parle comme un Français, je vis comme un Français, et donc tout le monde ne voit en moi qu'un Français. Maintenant, je ne peux pas entrer dans une perspective où je cultive ma propre différence, où je me balade en djellaba, en voile, en boubou, où j'ai un nom à rallonge qui ressemble à une adresse plutôt qu'à un patronyme, et venir ensuite dire « Mais attends, mais la France, elle ne m'accepte pas, au fait, ils me regardent bizarrement, les Français. » Ben ouais, mon gars, mais tu leur ressembles pas. Je veux dire, si je suis en string au milieu de Casablanca, tout le monde va me regarder. Et je ne vais pas dire « Putain, les Marocains sont intolérants, regarde comment ils me regardent. » Ben non, c'est comme ça. Vous êtes à Rome fait comme les Romains. Aucun immigré qui s'est assimilé à la France
et Dieu sait que nous en avons des exemples sur des dizaines, sinon des centaines d'années, et qui ressemble à la France, n'a été traité autrement que comme un Français. Qui se rappelle du nom d'origine d'Henri Verneuil? Qui se rappelle du nom d'origine de Charles Aznavour? Personne. Lorsqu'on évoque ces noms de cinéastes, de chanteurs, d'acteurs, vous pensez, vous, immédiatement, spontanément à des immigrés? Pas du tout. Vous dites, ce sont des Français. Et dans votre esprit, ça n'a jamais été rien d'autre que les Français. Donc, c'est simple. Moins vous cultivez de différence en tant qu'immigré avec le creuset du peuple historique, moins vous êtes victime de discrimination et de racisme. Plus vous allez vous éloigner de ce creuset en faisant jouer à je sais quel droit à la différence, c'est très bien, vous avez le droit de faire ça. Vous pouvez faire tous les efforts possibles pour être les plus différents possibles par rapport au peuple historique. C'est votre droit. Mais ne venez pas ensuite vous déplorer que vous n'êtes pas traité comme un Français, comme un autre, parce que vous-même, vous vous êtes comporté pour ne pas être traité comme un Français, comme un autre. Donc vous ne pouvez pas reprocher à la France les affres de votre propre attitude. Donc nous considérons que l'assimilation, à travers l'assimilation, que la France est un trésor. Oui, la France est un trésor. C'est un trésor magnifique. C'est un trésor de lettres, de poésie, de théâtre, de philosophie, de musique, de cinéma. C'est prodigieux, la France. On n'a pas idée de la chance que nous avons de baigner dans cet environnement historique, culturel et identitaire qui nous singularise dans le monde entier et que le monde entier nous envie. Nous avons cette chance-là. Et finalement, l'assimilation, c'est de dire quoi? C'est de dire à l'immigré qui souhaite faire partie de notre communauté nationale, nous te donnons ce trésor. Tu deviens le contemporain de Chateaubriand, tu deviens le contemporain de Lamartine, le contemporain de Rabelais. C'est fabuleux. On donne à l'immigré qui souhaite nous rejoindre la possibilité de faire partie de notre communauté nationale et de devenir ainsi l'héritier par alliance de toute l'histoire de France. Donc moi, quand on me dit la France, ça n'existe pas, combien de fois sur les plateaux télé, des gens de gauche avec le sourcil relevé, l'œil brillant, la lèvre suspendue et le regard vif, me disent, mais c'est quoi pour vous la France? Genre, je vais être tétanisé, je ne vais pas pouvoir répondre. Je dis, mais attendez, si on pose la question à un Tunisien, c'est quoi la Tunisie? Vous croyez que spontanément, il va vous dérouler un vadémécum de ce qu'est l'identité tunisienne? En fait, ce qu'ils ne comprennent pas, ces gens-là, c'est qu'en posant cette question, en vous demandant, mais c'est quoi être français, c'est quoi la France? Ils avouent eux-mêmes qu'ils ne le sont déjà plus. Parce qu'à la vérité, un pays qui sait qui il est, un peuple qui sait qui il est, il ne se pose jamais la question de savoir qui il est. Moi, j'ai jamais entendu un Marocain ou un Sénégalais. Alors, c'est quoi le Sénégal? C'est quoi être Sénégalais? Et si quelqu'un dans son pays pose une telle question, ils vont le regarder des yeux ronds comme des billes en disant, il est malade le mec. Mais chez nous, on peut. Donc, moi, je leur réponds une phrase très simple, et j'en terminerai là parce que je ne vais pas vous assommer, et puis je veux qu'on interagisse un peu, c'est que, écoutez, cher monsieur ou chère madame, si vous ne savez pas ce qu'est la France, il n'y a qu'à me regarder. La France, c'est moi. Alors, vous avez connu les yeux exorbités, la République, c'est moi. Alors bon, moi, exorbité, c'est compliqué avec des lunettes, parce qu'il faut que je les essuie après. Et je leur dis, la France, c'est moi. Ben oui, j'étais pas français. Je ne savais même pas parler français. Je connaissais la France ni des lèvres ni des dents, comme dirait l'autre. Et pourtant, aujourd'hui, la France a fait de moi ce que je suis devenu. C'est-à-dire quoi? Un Français. Donc, il est bien normal d'ailleurs que je me batte pour que la France reste ce qu'elle est, c'est-à-dire française. Donc, si la France n'existait pas, si la France, comme disent les gauchos-progressistes, était une chimère en évolution permanente, parce que c'est ça leur thèse, finalement les identités évoluent. L'identité évolue.
C'est-à-dire, voilà, tout évolue. Il n'y a pas de référentiel. L'identité d'un pays, elle est mouvante, elle est fluctuante. Outre le fait que c'est totalement faux, qu'il y a quand même des permanences, et c'est ces permanences-là que nous défendons aujourd'hui, l'identité nationale, c'est quelque chose qui doit être cultivé au plus haut sommet de l'État. Au plus haut sommet de l'État. Et cette identité nationale, elle existe, puisque si on reconnaît que parce que les mêmes gauchos progressistes vous disent, mais attendez, les Italiens, les Espagnols, les Belges, ils ont été très mal accueillis au début, c'est leur grand truc ça. Mais ensuite, ils sont devenus français. Mais alors, attendez. Donc en fait, ils sont devenus ce que vous êtes incapable de définir. Parce que vous dites il y a un instant qu'on ne sait pas ce que c'est la France et que les Français sont évolutifs. Donc c'est quoi? Ils sont devenus quoi en fait? Et les exemples d'assimilation comme le mien, en réalité, ça les emmerde. Je vais vous dire pourquoi. Parce que comme disait Georges Bernanos, les nouveaux convertis sont embarrassants. Ah oui. Et pour des gens qui s'échinent à vous démontrer que la France n'existe pas, ils voient bien qu'il y a quelqu'un qui est devenu français, donc ça veut dire que la France existe. Donc c'est très embarrassant pour eux. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'identité nationale française, elle est menacée. D'abord, elle est niée dans son existence par des élites qui sont censées l'incarner, la défendre, comme tous les pays du monde. Et la ruine de ce qui reste de cette identité est organisée avec des flux d'immigration massive, non assimilés, non même intégrés à la France, et qui transforment le visage de la France. Alors on me dit, ouais, mais toi tu as parlé du grand remplacement, c'est une chimère, c'est une folie, etc. Je suis désolé. Le grand remplacement, en fait, il se voit à vue d'œil. Moi, le Paris de mon adolescence, le visage de Paris de mon adolescence, n'est pas le visage de Paris aujourd'hui. Déjà, il y a Hidalgo, donc c'est emmerdant. Et même dans la rue, c'est pas les mêmes personnes. On voit bien que c'est plus la même population. Alors leur grand truc, c'est de vous dire, ah ouais, mais attendez, ça c'est localisé. C'est localisé, c'est pas toute la France, c'est des zones. Ouais, mais vous savez, c'est la théorie du barbecue en fait. C'est que si vous avez des foyers d'incandescence, de charbon ardent, aux quatre coins d'un barbecue, au bout d'un moment, c'est tout le barbecue qui s'embrase. Donc non seulement ces zones, effectivement, sont localisées, mais le problème c'est qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Alors à quel moment, à partir de quel nombre, à partir de quelle géographie on va commencer à parler de remplacement? Puis c'est quand même assez étonnant que quelqu'un comme moi, qui suis d'origine immigrée, vous parle de remplacement. Parce que si les remplaceurs commencent à être remplacés, là on est mal barré. Hein. Et moi je suis le remplaceur remplacé. Voilà, j'en terminerai là et je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup, monsieur Messia, pour cet exposé très éclairant et pour votre prestation. Là, on va à peu près avoir 1 heure, environ 45 minutes, 1 heure, où vous aurez l'opportunité de poser vos questions à monsieur Messia. Et donc, il vous répondra avec très grand plaisir. Oui, j'ai une question. Merci pour votre exposé, c'était émouvant et intéressant comme parcours. Mais j'ai l'impression qu'il y a une contradiction entre les deux parties de votre exposé, c'est-à-dire la partie assimilation et la partie intégration. Et ma première question, ce serait pourquoi est-ce que, stratégiquement, vous pourrez peut-être nous expliquer, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'avoir comme thème principal, c'est-à-dire l'assimilation, quelque chose dont personne ne veut, c'est-à-dire que les gens votent pour vous pour la fin de l'immigration et pas pour l'assimilation, puisque c'est pas vrai. Alors, et c'est parce que ni les immigrés ne veulent s'assimiler, taux de mariage mixte, l'endogamie des populations qui viennent, ni les Français ne veulent assimiler plus d'immigrés venant d'autres ethnies, notamment parce qu'ils ont la sensation que ça menace la souche française, la peur du grand remplacement, etc. Et donc je ne suis pas certain de comprendre pourquoi est-ce que vous avez fait cet acte majeur. Et peut-être un deuxième point, ce serait surtout du point de vue
administratif, c'est-à-dire que l'État contrôle l'administration, pas forcément l'ambiance culturelle, ethno-culturelle du pays, c'est-à-dire le fait que les gens se mettent à aimer la France ou pas, et que l'idée d'assimilation, elle est surtout née en France du refus d'avoir une communauté étrangère importante en France. Sauf que je pense que tout le monde y pense et tout le monde est inquiet à ce sujet, c'est-à-dire que l'avantage d'avoir une communauté étrangère, c'est certes on risque d'avoir un État dans l'État, mais c'est surtout que c'est une communauté qu'on peut expulser d'un claquement de doigts sans trop de difficulté, et il n'y a pas la problématique, parce que tout le monde sait qu'on en est à parler, de trouver le moyen ultime qui va nous permettre de détruire de manière industrielle des cartes d'identité françaises, pour pouvoir expulser un maximum de gens. Et donc je vois un peu une contradiction entre ces deux dynamiques. Alors stratégiquement je comprends, parce que c'est la seule ligne qui est acceptée en France quand on parle d'immigration, c'est l'assimilation. Et peut-être que vous avez réfléchi à tout ça et vous pourrez nous en dire plus. Alors, si j'ai bien compris, votre première question, c'est en fait l'assimilation, si j'ai bien compris, est un concept paradoxal parce qu'en fait, ni les étrangers veulent s'assimiler, ni les Français ne veulent d'assimilation, c'est ça? Ouais. Bon, alors, c'est lié en fait. Ce que vous dites est vrai, mais le problème, c'est que c'est de la statique comparative. Vous ne liez pas les deux événements. C'est-à-dire qu'en fait, si les Français, il y a un lien de cause à effet, c'est ça ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui les Français ne veulent pas assimiler les étrangers, c'est précisément parce qu'il y en a trop, et deux, parce qu'ils trouvent qu'on ne peut pas assimiler des peuples. L'assimilation, c'est un concept individuel. Vous pouvez assimiler des individus. Moi, j'ai été assimilé en tant qu'individu, éventuellement des familles, quelques familles. Mais ça ne peut pas être une assimilation de peuples entiers, de gens du Maghreb, de gens d'Afrique, etc., qui, pour le coup, lorsque ça devient des peuples, ils sont inassimilables. Ils ne font que se juxtaposer à la communauté nationale. Certains, bien sûr, parce qu'il ne faut pas être caricatural non plus, certains individus s'assimilent, mais en tant qu'individus. Et justement, en se dévêtissant en quelque sorte de leur culture d'origine pour embrasser la culture française. Donc les deux sont liés. À partir du moment... Mais si les deux sont liés, c'est quand même les Français qui sont maîtres de leur destinée en la matière. C'est-à-dire que si demain, à la tête de l'État, vous avez un président de la République qui affirme haut et fort l'identité nationale, plutôt que de dire que la France a commis un crime contre l'humanité et que la culture française n'existe pas, inverser ce logiciel et au contraire dire que non seulement la culture française existe, mais que c'est une grande culture, refuser toutes les génuflexions mémorielles permanentes de tout ce qu'on a pu commettre dans l'histoire depuis que l'humanité existe, affirmer la France dans ce qu'elle a de plus beau. Parce que bien sûr que tous les pays du monde ne sont pas des paradis, bien sûr que tous les pays du monde ont pu commettre dans leurs histoires des choses abjectes, des choses dont on peut ne pas être fier. Mais je peux vous assurer qu'aux Olympiades de l'horreur, la France n'arrive certainement pas sur la première place du podium. Donc je pense que quand on compare un peu la France par rapport à l'Allemagne, par rapport au Japon, par rapport aux États-Unis, même par rapport à la Grande-Bretagne d'ailleurs, quand on compare la colonisation, ce qu'était la colonisation britannique en Inde et la colonisation française, c'est pas du tout la même chose. En Inde, c'était des famines organisées qui ont fait des millions de morts, etc. C'était une destruction en coupe réglée de l'industrie textile qui concurrençait à l'époque la Grande-Bretagne. La colonisation française, ça n'a pas été ça. Ça a été l'édification d'infrastructures universitaires, routières, ferroviaires, le soin et l'hygiène qu'on apportait à des populations. Ça aussi, ça a existé. Alors bien sûr qu'il y a un volet sombre, mais nous, on est aussi là pour dire ce qu'a fait la France en bien. Parce que si le discours propagé par le sommet de l'État, des médias, etc., c'est sans arrêt de vous expliquer que la France est un pays peu recommandable, comment voulez-vous donner envie, déjà quand vous êtes français, vous avez du mal, parce que vous dites, merde, j'appartiens à un pays qui quand même qui est affreux, quoi. J'ai honte d'être ce que je suis. Donc déjà, le français d'hier et le français d'avant-hier et d'avant-avant-hier éprouve un malaise par rapport à ce discours. Mais alors, encore plus fort, le français d'hier ou d'il y a une heure. Comment voulez-vous donner envie à un immigré de s'assimiler quand le discours propagé par le sommet de l'État et des médias sur la France est un discours qui est celui qu'il est aujourd'hui? C'est-à-dire, au mieux, la France n'existe pas, au pire, c'est un pays atroce. Ben là, vous barrez la route, vous barrez le chemin de la France à des gens qui veulent le devenir. Pourquoi ne pas dire, par exemple, en arrivant ici, j'étais avec un chauffeur de taxi qui s'appelle Richard, et qui est d'origine africaine. Il m'a dit, je vous ai vu sur les plateaux de télévision, je suis parfaitement d'accord avec vous. Il a d'ailleurs fait un selfie avec moi quand je suis descendu. Il m'a dit, je ne comprends pas pourquoi on critique autant la France, alors qu'en France,
on peut parler, dire ce qu'on veut, sans être embastillé comme des pays africains, des pays arabes, des pays asiatiques. En France, il vous arrive n'importe quoi, vous êtes soigné gratuitement. Vous ne pouvez pas vous loger, l'État français vous aide avec des allocations. Vos enfants, vous ne pouvez pas les mettre dans une école privée, vous avez une école publique qui est gratuite. Je ne comprends pas cette détestation qu'on peut avoir de la France, alors que la France offre des libertés concrètes, et offre des droits que peu de pays au monde offrent, y compris d'ailleurs dans le monde anglo-saxon. C'est un immigré qui me tient ce discours. Pourquoi un tel discours n'est pas tenu par nos élites, qui sont quand même plus légitimes à le tenir? Le jour où on aura des élites qui donneront cette image de la France, eh bien, ça donnera envie et ça redonnera la fierté aux Français de souche, et ça donnera envie à des immigrés portant la nationalité française de devenir des Français de branche. Et donc, que nous fassions tous nation, et c'est ce discours-là qui peut gommer finalement toutes les haines qu'il y a, parce que si vous cultivez des communautés, ben, les communautés vont soit se juxtaposer, soit se haïr. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La communauté est un fait naturel, M. Messia. C'est un fait naturel, mais il doit être transcendé par un fait tout aussi naturel qu'est la nation, c'est-à-dire la communauté nationale. Il y a toujours eu des communautés en France. Vous croyez que dans les années 50, il n'y avait pas de communauté de Portugais, d'Italiens, de Belges? Bien sûr que ça existait. Mais la communauté suprême, tout ça a été sublimé par l'appartenance à une communauté plus grande qu'est la communauté nationale. Or, celle-ci a été décapitée. Donc, ne reste qu'une juxtaposition de communautés qui soit se regardent en chien de faïence, soit se haïssent. Moi, je ne veux pas de cette société-là. C'est uniquement la communauté nationale, c'est uniquement le concept de nation, c'est uniquement la France qui peut unifier les gens. Pas leur particularisme. Un particularisme est un différentialisme, et vous ne pouvez pas unifier en différenciant. Ça n'existe pas, ça. Alors, vous aviez une autre question? Eh bien, oui, alors oui, pardon. Vous avez dit que ce n'était pas à l'État de faire aimer la France ou pas. Je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, bien sûr, quand on dit l'État, ce n'est pas les sous-directeurs d'administration centrale qui vont vous donner, ou un directeur des impôts qui va vous faire aimer la France. Ça, c'est sûr. Mais je parlais du niveau politique, c'est-à-dire des chefs de l'État. Parce que l'État, c'est qu'un outil qui exécute une politique qui a été librement et souverainement choisie par les Français. Donc moi, je m'adresse à l'échelon politique qui pilote l'État, pas à l'État en tant qu'administration, c'est évident. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous, je crois que vous étiez. Merci, M. Messia. Je vous en prie. Je suis d'accord sur l'idée que voilà, on a signé des peuples, enfin des individus et pas des peuples. Et donc, ce serait pour rebondir sur ce que vous avez présenté avant. On n'est pas de plafond, pas trop quand même. Donc, l'idée que voilà, à l'école, on pouvait encore assimiler, notamment, et on vous a appris le français par exemple, parce que vous étiez seul dans la classe. Ouais. Et il y a une autre question qui se pose sur la politique de logement. Dans certaines cités, justement, il n'y a pas l'assimilation n'est pas possible, parce qu'il y a plus d'immigrés ou de gens d'origine immigrée que de Français. Et donc, là, bon, à long terme, c'est plus simple de. Enfin, voilà, on voit ce qu'on peut faire, arrêter le regroupement familial, des choses comme ça. Mais à court terme, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça veut dire qu'on a des populations entières qui ne sont pas assimilées et on ne sait pas comment faire. Alors, si on est en train de dire que la solution du problème va se faire du jour au lendemain, il est évident que non. D'ailleurs, la situation à laquelle on est arrivé, elle ne s'est pas non plus faite du jour au lendemain. C'est le résultat d'un long processus qui nous a fait arriver à ce à quoi nous sommes arrivés aujourd'hui. Donc, il faut d'abord inverser cette logique, et évidemment, ce n'est pas le lendemain ou le surlendemain qu'on va voir les résultats. Déjà, si on pouvait déjà réserver les logements sociaux aux Français, ça serait déjà une bonne mesure. Ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est que dans ces quartiers, pourquoi et les Français, et même les immigrés assimilés, soit par le travail, soit par la culture, ne veulent pas y rester? Parce que c'est des coupes-gorges. Parce que c'est des quartiers qui sont aujourd'hui tenus par des mafias communautaro-affairistes, des barons de la drogue, dans lesquels se mêlent de la sous-culture américaine, du trafic de stupéfiants, de l'islamisme aussi beaucoup. Et donc en fait, c'est devenu des enclaves qui sont étrangères, pas simplement du point de vue de l'identité, mais même de l'économie. Parce que quand on parle d'économie souterraine, en fait, ces territoires-là, on oublie souvent, tournent en vase clos économique. Alors certes, ils bénéficient des prébendes de la politique de la ville et de toute la solidarité nationale, mais il y a aussi une économie souterraine qui fait vivre des familles entières. Donc il faut réincorporer ces quartiers en République, il faut remettre des commissariats, des casernes de gendarmerie, sécuriser les lieux, mettre hors d'état de nuire tous ces types qui tiennent des checkpoints, etc. Ça n'existe pas, ça doit dégager.
vous rétablissez la France partout, vous donnez des instructions claires aux forces de l'ordre qui très souvent, lorsqu'ils sont dans ces quartiers, reçoivent l'ordre de rester l'arme au pied pour ne pas provoquer, alors que vous avez des blindés qui sont mobilisés pour accueillir les pauvres types du convoi de la liberté. Vous voyez la différence? Donc il faut inverser les priorités. Il faut investir ces quartiers économiquement, sécuritairement, et c'est ça qui va faire revenir les gens. Une fois que ces quartiers sont sécurisés, qu'il n'y a plus rien à craindre, qu'il fait bon vivre, que vous pouvez laisser vos gamins jouer à l'extérieur sans se prendre une balle de Kalachnikov dans un règlement de compte, petit à petit, ça va normaliser la situation, ça va pacifier la situation. Et en plus, si vous réservez les logements sociaux aux Français, ces quartiers vont changer progressivement de vie. Mais c'est aussi une politique de moyen terme. Il n'y a pas de magie. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et puis sur l'identité, alors je ne sais pas si c'était le but de votre question, mais j'en profite pour faire une incidence. On a beaucoup critiqué l'affaire du prénom d'Éric Zemmour, quand il a parlé des prénoms à prendre dans le calendrier. Moi, vous savez que mon prénom Jean, ce n'est pas mon prénom d'origine. Moi, je m'appelais Ossam. Et je suis devenu Jean par un décret de naturalisation en 1990. J'ai repris en fait mon prénom de baptême. C'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est plus vous faites des efforts pour ressembler au peuple historique, moins vous êtes discriminé. Donc ça a joué aussi de mon assimilation. Le prénom est un marqueur identitaire important. Si le prénom n'était pas un marqueur identitaire important, pourquoi Cassius Clay est-il devenu Mohamed Ali après sa conversion à l'islam? Enfin, je sais pas, j'ai entendu aucun gaucho-progressiste se scandaliser en disant non, il faut continuer à l'appeler Cassius Clay. Là, ça passe crème, là. Donc, vous voyez bien que le prénom est très important. Quand vous vous convertissez à l'islam, vous ne pouvez plus vous appeler Jean. Vous êtes obligé de vous appeler Mohamed, Ahmed, et c'est très bien. Toute civilisation qui se respecte lorsqu'elle accueille des individus entrant dans leur civilisation, elles exigent que ces individus ressemblent à la civilisation qu'ils ont fait œuvre de rallier. Donc pourquoi ce qui serait considéré comme normal, encore une fois, à l'étranger, serait-il condamnable en France? C'est parfaitement normal. L'État d'Israël, quand il s'est créé en 1948, il a exigé de tous ses diplomates et de tous ses représentants de prendre des prénoms hébraïques. David Grune est devenu David Ben Gourion. Donc quand on est français, on s'appelle comme un français. Quand on est musulman ou arabe, on s'appelle comme un musulman ou un arabe. Quand on est juif, on s'appelle comme un juif ou un israélien. C'est pas choquant en soi. Autre question. Merci Monsieur Messia pour vos propos, mais je pense qu'il y a un élément dans la question de l'identité française qui n'a pas été encore évoquée, c'est la question de quelle place pour en fait l'identité régionale. Oui. Pas en fait, lorsque les populations donc étrangères viennent en France, ne serait-ce pas pertinent de commencer par mettre en avant une identité régionale à ces populations, une identité du quotidien, l'identité de la proximité, au détriment momentanément d'une culture française qui est construite dans une tradition purement jacobine et centralisatrice? Ne serait-ce pas pertinent de commencer par permettre aux populations de s'identifier à des figures comme un Hillel Grèce, un Pasquale Paoli, un Jean Giono, avant de commencer à ensuite mettre en avant une identité française? Écoutez, votre idée est séduisante, mais moi, elle ne me séduit pas. Parce qu'en fait, la France, ce n'est pas simplement une agrégation de régionalisme. Il y a, c'est pour reprendre la réponse que j'ai faite à votre camarade il y a quelques instants, il y a une identité nationale, une communauté nationale qui dépasse et sublime les identités régionales, sans les annuler. J'ai dit que ça dépasse et ça sublime. Donc moi, je suis très respectueux des identités régionales et loin de moi l'idée d'être un jacobin bourrin qui veut tout araser, tout unifier. Non, c'est pas du tout ça. Je respecte les cultures et les traditions régionales qui sont très anciennes parfois, mais je considère que ce qui nous unifie, doit être beaucoup plus puissant que ce qui nous différencie. Donc, vous savez, moi je ne suis pas issu d'une région particulière, même si j'ai fait mon arrivée en France en Alsace, j'ai des traditions, je suis copte orthodoxe égyptien, j'ai des traditions
d'enfance et familiales qui sont liées à cette identité. Je ne les ai pas niées. Par exemple, en tant qu'orthodoxe, on fête Noël le 7 janvier et pas le 25 décembre. Et tout est décalé, le Pâques, toutes les fêtes, etc. sont décalées. On a aussi des spécialités culinaires qui ne sont très peu ou pas connues des Français. Mais tout ça reste dans un cadre familial. Pas de revendications culinaires, pas de revendications religieuses qu'on imposerait aux Français sous prétexte que nous on est différents. Voilà. Donc il y a bien sûr, chacun a des différences. Il y a les différences régionales. De par votre ascendance, vous pouvez avoir une identité régionale très forte. De par vos origines, qu'elles soient étrangères ou régionales, vous avez forcément des différences, mais qui ne percutent pas l'identité nationale. Et l'identité nationale, c'est ce qui permet à toutes ces différences de se sentir indifférentes. Pourquoi nous communiquons en français et pas en langue régionale? Pourquoi je ne fais pas cette conférence en espagnol ou en arabe, qui sont mes deux langues maternelles? Parce que la langue française est un élément unificateur. Ça a été d'ailleurs le premier élément unificateur de la France, historiquement. Et voilà. Est-ce que la langue française, à l'époque, a arasé ou a tué les langues régionales? Non. À très long terme. À très long terme. Et d'ailleurs, il y a eu des périodes. Il y a des périodes. Mais voilà, c'est comme ça. Et il y a une langue nationale, qui est le français. On a une communauté nationale. Bien sûr que vous pouvez cultiver vos différences, mais pour peu que la culture de vos différences ne vienne pas diviser ou entacher la communauté nationale. La seule communauté qui unifie tout le monde par-delà ces différences religieuses, ethniques, raciales, culturelles, c'est la communauté nationale, c'est-à-dire la France. Oui. En réalité, j'ai deux questions, mais si je vais commencer par la première. J'aimerais revenir, vous avez un peu commencé par ça, par rapport à votre parcours scolaire, tout ça. C'est vrai que quand il y a eu la gauche au pouvoir, il y a eu pas mal de modifications un peu du système scolaire, etc. Qu'est-ce que c'est vrai que je pense que c'est un facteur d'intégration et peut-être du coup pour vous d'assimilation. Est-ce que vous avez des politiques concrètes? Qu'est-ce que vous pensez par exemple des classes de niveau? Quand vous parlez du fait que peut-être un remplacement, dans le sens que les proportions s'inversent, tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que vous pourriez faire? Est-ce que pour vous, l'école a une place centrale ou pas? L'école a une place centrale, elle a une place centrale de manière absolue, je dirais, et elle a une place centrale dans le projet présidentiel d'Éric Zemmour, parce que tout commence là, en fait. Nous, par exemple, nous considérons que le collège unique a été une gigantesque connerie. Parce que justement, ça ne tient pas compte. Alors, ce qui est quand même drôle, c'est qu'en même temps qu'on vous affirmait le droit à la différence, en même temps qu'on encourageait tout le monde à cultiver sa propre différence, vous faites un collège unique où vous niez finalement les différences de niveau. Allez comprendre. Alors que les différences de niveau, pour le coup, ce sont des différences objectives dont il faut tenir compte. C'est-à-dire que quand il y a plusieurs classes avec des niveaux différents, eh bien vous adaptez l'enseignement au niveau des élèves. Ça ne veut pas dire que vous figez les élèves soit dans la médiocrité, soit dans la moyenne, soit dans l'excellence. Ça veut dire au contraire que vous donnez une chance à ceux qui sont d'un niveau plus faible en adaptant l'enseignement à ces élèves-là. Eh bien, vous leur donnez une chance de rattraper la classe moyenne, puis éventuellement la classe d'excellence ultérieurement. Donc cette obsession de l'égalité, de l'égalitarisme qui consiste à mettre tout le monde dans le même chaudron, qui est complètement contradictoire avec le logiciel qui gouverne la France, qui est précisément de respecter toutes les différences possibles et imaginables, c'est quand même assez atterrant. Ça, c'est sur le côté de l'organisation scolaire. Donc, retour aux classes de niveau, suppression du collège unique, et surtout la manière d'enseigner. Il faut qu'on arrête de disperser l'enseignement dans des matières qui servent peu ou pas. Il faut revenir aux fondamentaux. Comment ça se fait qu'un système scolaire peut se satisfaire du fait que plus de 30% des élèves qui arrivent en 6e savent à peine lire et compter? C'est quoi la destinée de ces élèves-là par la suite dans le système scolaire? Il faut arrêter de multiplier et d'ouvrir grand le kaléidoscope des enseignements au motif qu'il faudrait que les élèves s'enrichissent. On ne peut s'enrichir
qu'à partir du moment où on maîtrise les fondamentaux. Si vous ne maîtrisez pas un socle fondamental de savoir, vous ne pouvez pas vous enrichir intelligemment. Il faut d'abord commencer par savoir qui on est pour comprendre qui sont les autres. Si on vous enseigne que vous êtes un autre, ben vous n'êtes pas prêt de devenir vous-même. Donc il faut adapter les enseignements, il faut revoir l'enseignement de l'histoire par exemple. Comment ça se fait que dans l'enseignement de l'histoire, on insiste uniquement, comme je le disais tout à l'heure, ça commence par là, sur les épisodes les plus sombres de notre histoire. Je sais pas, enfin, l'école doit avoir un rôle pour faire aimer le pays quand même. Il ne s'agit pas de nier ce que la France a pu commettre comme crime, etc. à travers l'histoire. Mais il ne s'agit pas non plus de dire, comme c'est le cas à peu près aujourd'hui, que la France se résume à cela. Je ne sais pas, on est autre chose que des criminels de guerre sur 1000 ans. On a quand même apporté un nombre de savoirs impressionnants, non seulement chez nous, mais on a rayonné à travers le monde grâce à ça. Donc il est temps aussi de rééquilibrer la vision de la France dans l'enseignement qui en est fait aujourd'hui. Vous voyez? Donc en fait, l'école est fondamentale, c'est presque la pierre angulaire de notre projet. Parce que c'est cette génération-là qu'il va falloir éduquer, instruire de manière correcte pour que la France reprenne sa place dans les grands classements internationaux où on a décroché partout. Enfin, voilà. Aujourd'hui, le verdict des classements internationaux est parlant quand même. C'est assez difficilement défendable de dire que le niveau progresse. Quand on est les avant-derniers en mathématiques, je crois, on a des résultats absolument désastreux et surtout un décrochage en dynamique de longue période qui est absolument impressionnant. Donc il faut tenter de redresser cela. Juste une deuxième question. Oui, allez-y. C'est un peu lié à ce que vous avez dit, du coup, mais je suis désolée, ça va peut-être vous irriter ma question, mais parce que quand on voit sur les plateaux télé la question de ce qu'est la France, c'est peut-être pas une question adéquate, mais du coup, vous parlez pas mal quand même de l'identité nationale, de qui on est, etc., du fait que la France, on est quand même un beau pays, etc., mais du coup, ce serait quoi pour vous? Parce que si on veut avoir un peu un idéal pour permettre l'assimilation, ce serait quoi cet idéal? Puisque j'ai l'impression que franchement les Français ne savent pas ce que c'est la France et quelles sont leurs valeurs, etc. Donc si on veut leur proposer un modèle auquel il faut qu'ils aspirent, il faudra un peu de concret. Mais mademoiselle, c'est bien ça le drame. Et donc, Le drame de notre époque, c'est que les Français, vous avez résumé vous-même, je n'ai pas besoin de vous répondre. La question que je vous pose, c'est comment se fait-il que vous en soyez arrivés, vous et d'autres, à un constat aussi terrible? Mais une fois qu'on a identifié le problème, il faudrait Pardon? une solution. Justement, vous savez, quand le général de Gaulle avait cette phrase magnifique, il disait « Quand la France va mal, parlez-lui de la France ». Eh bien, nous parlons de la France, et nous allons de plus en plus en parler. N'en déplaise à tous nos contenteurs. Autre question? Dites-moi, c'est l'enthousiasme. Moi, c'est en tant que sujet à l'assimilation, vous répondez quoi aux gens surtout qui nous empêchent de réagir? On ne leur répond pas quand on leur dit qu'on nous prend la partie, qu'ils vont venir en péniche, déchirer les affiches, et vous devez le suivre dans la rue tous les jours? Alors, aussi curieux que ça puisse paraître, les gens que je rencontre dans la rue sont des gens normaux. Et très souvent, ce sont des gens qui, d'ailleurs, quelle que soit leur origine, aussi bien des Français de souche que des Français issus de la diversité, beaucoup me remercient, me félicitent, prennent des selfies avec moi. Alors, je touche du bois, mais je crois avoir été insulté 1 ou 2 fois en tout, sur des dizaines et des dizaines de personnes qui m'arrêtent dans la rue. Alors forcément, ceux qui vous arrêtent, ce sont ceux qui vous aiment. Je ne prétends pas non plus à une unanimité, mais... et alors, ce que vous pouvez leur répondre, c'est que vous pouvez vous incliner avec beaucoup de déférence devant leur esprit pluraliste et démocratique. Et que vous leur dites, heureusement que vous êtes là, sinon la démocratie serait morte. Il faut se foutre de leur gueule, en fait. Il n'y a pas d'autre mot, parce qu'ils sont tellement... Vous vous rendez compte, c'est au nom de la démocratie et du pluralisme qu'ils veulent interdire tout ce qui n'est pas eux. C'est donc, je sais pas, en fait, ce sont une forme de taliban de la politique, en fait.
Il n'y en a pas parmi vous, j'espère. Pour rebondir. Remarquez, j'adorerais discuter avec eux, hein. Mais bon, ils sont tellement démocrates qu'ils refusent le débat. Et toi, d'abord? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. En cas de victoire de M. Zemmour, que j'appelle tous mes vœux, que je pense Bravo. de moi aussi. Bravo. Je voulais savoir comment vous envisagez le pas de fer qu'on peut connaître avec l'Union européenne, compte tenu du programme de ce dernier, à la fois sur la question économique et migratoire. Vous, un des principaux élaborateurs du programme de Marine Le Pen en 2017. Alors, déjà, il faut planter le décor. La France est le deuxième contributeur net au budget européen. C'est un membre fondateur de l'Union européenne. C'est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est la deuxième plus grosse économie de l'Union européenne. Une fois que vous avez dit ça, vous comprenez pourquoi la Commission européenne, elle ne pourra pas tenir longtemps. C'est-à-dire que comme vous voyez, aujourd'hui, qu'est-ce qui pose problème en fait? C'est pas l'Europe qui nous empêche d'agir. C'est pas du tout l'Europe qui nous empêche d'agir. C'est-à-dire que si on réduisait le problème à des considérations testiculaires, eh bien on pourrait dire que nous sommes dirigés par des sans-couilles. Et donc le problème, il est politique. Il n'est pas administratif ou juridique. Pourquoi des pays comme la Hongrie, pourquoi des pays comme la Pologne, comme la République tchèque, qui sont à 1000 lieues de tous les atouts que nous pouvons avoir, obtiennent, eux, des tas de dérogations? Pourquoi un pays comme le Danemark a obtenu une clause d'opting out par rapport à l'euro il y a une vingtaine d'années? Vous croyez que le Danemark, il a déployé la force nucléaire pour imposer ça? Non, ils ont des élites qui sont allées négocier dans les instances européennes ce qu'ils voulaient. Les Allemands le font très bien. Quand la Hongrie a dit on refuse le partage des quotas de migrants, on refuse d'en accueillir, qu'a dit la Commission de Bruxelles? Elle leur a dit c'est pas bien, vous ne respectez pas les traités. La Hongrie a répondu alors? Elle dit et alors vous n'avez pas le droit. Oui, mais on va le prendre quand même, vous allez faire quoi? On va vous donner des sanctions financières. On ne va pas les payer, vous allez faire quoi? Vous allez nous le virer? Je ne sais pas, si un pays comme la Hongrie est capable de ce bras de fer, je ne comprendrais pas que la France ne le puisse pas. Alors bien sûr qu'il y a toujours sur la table l'idée de dire, attendez, moi, je suis représentant de la France, c'est-à-dire un pays qui se fait enfler depuis 50 ans. Maintenant, c'est terminé. La récréation est terminée. Maintenant, voilà mes desiderata. Voilà quel est l'intérêt national français. Alors soit on fait évoluer les traités dans ce sens, un peu comme l'a fait pas Boris Johnson, son prédécesseur. Non, avant. Cameron, merci. C'est ce qu'il a fait. Alors bon, les commissaires européens ont été suffisamment cons pour lui dire fume. Résultat des courses, il y a eu le Brexit. Mais le Brexit, c'est pas la faute des Anglais. Le Brexit, c'est la faute de l'idéologie, du dogmatisme européen qui ont refusé. Alors, les Anglais, c'est différent. Les Anglais ont tellement négocié d'opting out que finalement, en essayant de négocier un dernier opting out sur la question migratoire, on leur a dit non, vous pouvez pas, I want my money back, I want mes vaches back, etc. Voilà, c'est fini là, on ne peut plus. Et donc effectivement. Mais moi je vais vous dire quelque chose. Alors le premier argument, c'est un argument politique. La deuxième réponse, cette fois-ci, elle est juridique. Et je vais vous l'expliquer. Je fais une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous invite à aller vous abonner. Oui, moi je prononce toujours les choses à la française sur un plateau. J'avais dit oui, mais c'est pas parce qu'on ouvre une salle de théâtre en ce moment que ça va provoquer un cluster. Et Pascal Pro m'a dit mais pourquoi vous dites cluster? C'est comme ça que ça se prononce en français. Bref, le deuxième argument est très simple. Rappelez-vous que le traité de Maastricht, le traité d'Amsterdam et le traité de Lisbonne, puisque en fait c'est un jeu de poupée russe, chaque traité reprend plus ou moins des dispositions du traité antérieur en les enrichissant, interdisait toute une politique monétaire expansionniste de la Banque Centrale Européenne. Il était formellement interdit à la Banque Centrale Européenne de racheter des titres publics sur le marché primaire pour soulager un État qui serait face à une cessation de paiement. Il était formellement interdit par les traités européens
à tout pays, et encore pire à l'Europe, de conduire une politique budgétaire expansionniste. Un plan de relance, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011, 2012, 2013 suite à la suite des crises souveraines? Mario Draghi a dit, écoutez, on va sauver l'euro, et donc je vais autoriser la Banque Centrale Européenne à acheter des titres de dette primaire, et ça permettait ainsi à la Grèce, qui n'avait plus accès au marché financier, de pouvoir se financer directement auprès du guichet de la Banque Centrale Européenne, ce qui a déverrouillé le système et sauvé l'euro. Quand il y a eu la crise du Covid, et que les économies se sont arrêtées, les pays ont dit, ben attendez, on a besoin d'un plan de relance pour soutenir l'activité. On l'a fait ou pas? Les traités l'interdisent. Que si l'Union européenne est capable de s'asseoir à ce point sur ce qui fait son centre névralgique, c'est-à-dire la monnaie et le budget, qui peut croire un seul instant que sur des plans problématiques qu'elle considère comme périphériques, c'est-à-dire les questions migratoires, on n'est pas capable de faire aussi évoluer les traités? Bien sûr qu'on est capable de faire évoluer les traités. Quand on ne peut pas faire évoluer les traités pour protéger une monnaie et venir nous expliquer que pour protéger notre identité, ça serait impossible. Et quand c'est dans l'intérêt de l'Allemagne, ça va, mais quand c'est dans l'intérêt de la France, il y a un souci. Mais parce que la France se couche, nous on ne couchera pas. C'est simple. Aujourd'hui, ce que dit l'Allemagne, c'est ce que fait Macron. C'est-à-dire que, et pas seulement Macron, d'ailleurs tous ses prédécesseurs, c'est-à-dire que sur les 30 dernières années, en fait, pendant que la France construisait l'Europe, l'Allemagne construisait l'Allemagne. Ben, il est temps que la France construise la France. Ben, ça calme, hein. Autre question? Merci pour ce que vous avez dit, monsieur Messi. Je vous en prie. C'est intéressant. Donc si on inspire à une connaissance du sentiment national, je serais d'accord pour dire que le fait politique est majeur, mais tout à l'heure, aujourd'hui, vous avez parlé d'être le contemporain de Chateaubriand, le contemporain de Pascal, etc., ce fait culturel. Et aujourd'hui, on voit que beaucoup de personnes ont l'héritage français, toute l'histoire de France en elle, mais aujourd'hui ne peuvent se tourner vers aucun repère présent de production artistique. Ben si, on est là. Non, de production artistique. Ah, pardon. Mais nous sommes quelque part des artistes de la France. Alors, la question c'est, est-ce que vous pensez que le politique a un rôle à jouer dans la renaissance de l'art, d'une certaine manière, ou est-ce que ce sont deux domaines qui sont complètement l'un à part de l'autre, qui doivent marcher Ah non, non, non. Moi, je crois beaucoup en l'esthétique de la politique. Et je crois beaucoup que l'esthétique française en particulier est quelque chose de très important qu'il nous faut cultiver. Enfin, le goût français, le raffinement français, et puis par-delà, enfin, la musique, j'ai commencé par ça, la musique, la peinture, le théâtre, la poésie. Alors évidemment, c'est pas, vous décrétez pas ça, mais je veux dire, aujourd'hui, on est capable quand même, sur les 40 dernières années, on a été capable de faire la fête de la musique comme politique culturelle. Et ça marche plutôt bien. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que les mêmes qui nous expliquent que le protectionnisme, c'est totalement inefficace quand c'est pas d'extrême droite, acceptent tout à fait l'idée que le protectionnisme s'applique à la création artistique, puisque vous savez que dans le cinéma, dans la musique, etc., c'est un quota de 50% d'œuvres françaises. Ce qui d'ailleurs accroît l'efficacité des subsides qu'on accorde à des artistes ratés, qui se croient donc réussis, puisque comme ils ont un quota, et ils peuvent... Et donc ça marche, puisque en fait, par exemple, le cinéma français existe toujours. Le cinéma italien des années 50 et 60, parce qu'il n'a pas été protégé, a totalement disparu. Donc le protectionnisme marche. Il a marché dans le monde de la création littéraire, artistique et cinématographique et musicale. Donc il marchera dans d'autres domaines aussi. Donc, fin de la parenthèse. Mais bien sûr qu'il y a une politique artistique et une politique culturelle. Je veux dire, reprenez ce que faisait Malraux. Enfin, on a eu de grands ministres de la culture. C'est quelque chose de très important, bien sûr. Mais il ne faut pas que ça soit financé n'importe quoi. Il y a une dizaine d'années... alors déjà, quand j'étais à Sciences Po, c'est une petite anecdote, moi qui ne connaissais rien en art contemporain et en art conceptuel, je m'étais inscrit à une conférence de méthode, c'est comme ça qu'on appelle toujours conférence de méthode sur l'art conceptuel. Et donc elle était animée par deux personnes, qui tenaient une salle d'exposition pas très loin.
Et donc on présente évidemment des œuvres, etc. Moi qui suis un profane total, je n'ai pas immédiatement saisi la beauté de l'œuvre. Et on m'a expliqué que pour comprendre la beauté de l'œuvre, il fallait lire tout un texte qui le rendait accessible. Alors le texte est magnifique, mais du coup c'est de la littérature, hein. C'est pas de la peinture. Et après, on me montre une œuvre subventionnée, genre qui a fait grand bruit au ministère de la Culture, où vous voyez un type à poil filmé de dos, avec des cuissardes de cow-boy, en train de se mettre le manche d'un fouet là où je pense. Et le mec, le type qui faisait la conférence de méthode, il nous regarde d'un air très sérieux, et il nous dit, moi je ne sais pas ce que vous pouvez en penser, mais moi je ne peux pas m'empêcher d'avoir la larme à l'œil quand je vois la beauté de cette œuvre. Donc évidemment, c'est pas ça qu'on va subventionner, si vous voulez, vous voyez. Fin de la parenthèse. Ouais, je suis désolé de retourner là-dessus, mais là on voit dans l'équipe de campagne de Zemmour qu'il y a des gens comme vous qui sont souvent qualifiés de souverainistes sur le plateau, etc. Alors, c'est pas une insulte, hein. Oui, tout à fait. Ouais, d'ailleurs, sur le plateau, et des gens qui vont dire qui n'ont pas trop de problèmes avec le concept de civilisation européenne, de cet ensemble-là, peut-être de la dissolution de la France là-dedans. Quand on pense assimilation, est-ce qu'on peut encore continuer à faire rêver, à parler d'identité nationale, quand dans ces équipes, il y a quand même une forte influence de ces idées-là, civilisation européenne, etc., même dans l'UE. Est-ce qu'on peut vraiment donner envie à des gens de s'assimiler à un pays qui n'est plus souverain, qui doit dépendre d'autres pays à l'échelle européenne? Moi, je ne cherche pas la vérité, j'imagine que ça doit être des débats internes, évidemment. Mais vous savez, pas les exposer partout. Vous connaissez la phrase, tout est politique. Je suis d'accord, mais là, malheureusement, j'ai quand même l'impression qu'on s'oriente. Peut-être que Zemmour, il y a certaines années, avait certaines idées de la France qui maintenant pivotent. Donc, non, je ne crois pas. Vous savez, bien sûr qu'il n'y a pas de garantie que le projet et la vision que nous avons pour la France puissent réorienter les choses dans le bon sens et refaire en sorte que la France redevienne la France, qu'elle fasse à nouveau rêver, qu'elle donne à nouveau envie. Mais encore une fois, comme disait le général de Gaulle, les combats qu'on est sûr de perdre sont ceux que l'on ne mène pas. Et nous avons engagé la bataille de France, la bataille pour la France. C'est une bataille compliquée, c'est une bataille difficile. Il y a un certain nombre d'irréversibilités qui vont aller crescendo à mesure que le temps passe. Je pense qu'il est encore temps de redresser la barre. Mais ce temps-là, on n'aura pas des masses de temps. Et donc je pense qu'effectivement, quand je dis que tout est politique, c'est que moi je crois, et Éric Zemmour encore plus, au côté prométhéen de la politique. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on a été accoutumé depuis maintenant une quarantaine d'années à une espèce de confusion entre la politique et la gestion, entre la politique et l'administration. La politique, c'est pas une affaire d'apothicaire, c'est pas non plus une affaire de gestionnaire. La politique, c'est une affaire de vision, c'est une affaire d'ambition nationale. L'intendant suivra, disait De Gaulle. Vous voyez, nous n'avons pas besoin d'un automate comptable comme Valérie Pécresse à la tête du pays. On a déjà eu Macron, et avant lui, on a déjà eu Hollande. Tout ça, ce sont des gens qui sont issus de la haute administration et qui n'ont qu'une vision comptable, gestionnaire, administrative de la France, et singulièrement de son État. Nous, on n'est pas là-dedans. Nous proposons de redonner ces lettres de noblesse à la politique. Nous croyons que la politique peut infléchir les choses. Et d'ailleurs, je vous ai cité un certain nombre d'exemples. Le protectionnisme, par exemple, sur la culture française, ça a sauvé la culture française. Quand en 2002, Sarkozy fait des lois d'orientation sur la sécurité intérieure, et il y a une partie qui est consacrée à la sécurité routière, et qui commence à parler de radars mobiles, de radars fixes, etc., de bouleverser finalement le champ de nos infrastructures routières pour contrôler la vitesse, l'alcoolémie, etc., et que l'État y met les moyens. Ben vous avez divisé le nombre de morts sur la route par 10 ou par 15 en 30 ans. Donc évidemment que la politique, elle peut avoir des résultats, mais encore faut-il le faire.
Vous ne pouvez pas rester l'arme au pied sur le seuil en disant ben, ça évolue pas. Ben non, prenez votre arme et allez-y. Alors évidemment, ça ne garantit pas de réussir, mais le fait de rien faire, ça garantit d'échouer. Donc là, vous êtes la ligne Messia dans Reconquête, va-t-elle l'emporter sur la ligne de Gallou, par exemple? Je ne sais pas ce que c'est, moi, ma ligne, c'est celle d'Éric Zemmour. Il faut que la France redevienne la France, il faut que la politique reprenne ses droits sur l'administration, sur la gestion, etc. Voilà, nous avons une vision à la fois identitaire et souverainiste. Pourquoi? Parce que nous considérons que l'identité et la souveraineté sont les deux faces d'une même médaille. Je veux dire, la souveraineté, vous ne pouvez pas avoir un pays... Alors oui, un mec comme Mélenchon vous dit « moi je suis pour l'indépendance française ». Oui, mais d'une France qui serait devenue arabo-musulmane, elle peut être indépendante, on s'en fout en fait. Vous voyez? Et l'identité toute seule, ça ne suffit pas. Moi je ne crois pas dans... Alors bien sûr qu'on a un fond de sac civilisationnel, culturel, européen, c'est évident. Mais je crois aussi en l'identité nationale française. Donc il faut marcher sur ses deux jambes. Et je crois qu'Éric Zemmour, sans trahir sa pensée, puisque je discute depuis des années avec lui, il est là-dessus. Il n'y a pas d'autre ligne que celle-là. On va juste prendre une dernière question. Non, on a encore le temps. Je suis à 30, il faut libérer au moins. Ouais, mais je vais pas répondre 20 minutes. Là. Non, mais c'est vu que les questions en moyenne c'est 10 minutes, donc il faut être large. Mais c'est pas très grave, au contraire. Mais on va dire 2 et puis si vraiment. Je vais essayer d'être court. Hein. Allez-y. Ok, alors merci beaucoup de votre présence. Je vous en prie. Donc, ma question porte autour de la religion. Moi, je suis marocain, vous avez beaucoup parlé du Maroc. J'adore le Maroc. Voilà. Et je sais combien l'islamisme est un poison et qui est en train de gangréner le Maroc, la France, ailleurs, et au-delà de ça, gangréner la religion musulmane en tant que telle. Moi, je considère que l'islam, même si porte en elle des éléments qui peuvent conduire à l'islamisme, n'est pas tout à fait l'islamisme. Donc concrètement, en France aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez, comment vous faites pour freiner l'islamisme sans pour autant nier que l'islam peut exister en tant que tel? Bien sûr. Mais en fait, je vais être très clair, seule une culture peut arrêter une autre culture. C'est-à-dire que tant que vous organisez la faillite complète de l'identité nationale française dont vous arrivez à nier l'existence, la nature ayant horreur du vide, vous allez voir proliférer d'autres identités, et même des identités exacerbées dont l'islamisme en est une, mais pas la seule. Vous voyez, le problème, si vous voulez, c'est que l'islam en tant que religion, en tant que spiritualité, vous venez du Maroc, le soufisme, etc., ça vous parle, mais l'islam en tant que spiritualité, moi j'ai aucun problème avec ça. J'ai d'autant moins de problèmes que moi, par exemple, je ne suis pas catholique. Donc moi, je n'ai pas de problème avec la pratique religieuse. Quelqu'un qui pratique l'islam dans la mosquée, chez lui, et dans la rue, on ne voit rien de cette différence, j'ai aucun problème avec ça. Pas plus qu'un bouddhiste ou un shintoïste ou un... je n'ai pas de problème avec la religion. La religion en tant que spiritualité, en tant que lien avec l'absolu divin ou avec l'absolu tout court, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, j'ai un problème avec un certain nombre de religions, non pas dans leur partie verticalité, mais dans leur partie horizontalité. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez le judaïsme, sur lequel d'ailleurs, qui a d'ailleurs beaucoup de points communs avec l'islam, c'est que le judaïsme comme l'islam, ils ont une horizontalité, c'est-à-dire ils prétendent gouverner les affaires des hommes dans leur vie de tous les jours. D'accord ? À commencer par les droits des femmes, les droits des minorités dans l'islam, etc. Donc il y a un code juridique sur l'héritage, par exemple. Il y a un code juridique dans l'islam. L'islam est une religion, mais c'est aussi une organisation politique, économique et sociale de la société. Or, sur ce volet-là, c'est-à-dire l'organisation économique, politique et sociale, il percute frontalement quelque chose qui existe déjà, c'est-à-dire l'organisation économique, politique et sociale de la République française. Et qui n'est pas la même. Ça ne veut pas dire que je dis que l'islam a tort. Pas du tout. Je suis un amoureux du monde arabe, de la civilisation musulmane, il n'y a pas de problème avec ça. Je dis juste que la France n'est pas un pays islamique. Voilà, pas plus que le Maroc n'est un pays chrétien. C'est comme ça. Il faut accepter
C'est fou ces gens qui vous parlent de diversité à longueur de temps et qui refusent la diversité du monde et la diversité des identités nationales à travers le monde. Nous avons une identité qui a été irriguée par le judéo-christianisme et encore dans la composante judéo, ça a été rendu possible par Napoléon qui a expliqué aux Sanhédrines à l'époque, c'est-à-dire aux représentants du judaïsme français en leur disant écoutez, tout en tant que citoyen, rien en tant que nation. Clermont-Tonnerre. Donc on a dit aux Juifs, voilà, vous avez votre spiritualité, vous avez vos synagogues, mais par contre, tout ce qui est loi sur l'héritage, place de la femme, etc., on ne veut pas l'entendre parler. En gros, tout ce qui concerne l'organisation de la vie économique, politique, sociale, juridique, c'est l'organisation de la République française, de l'Empire français à l'époque, qui s'impose. Et donc les Juifs ont renoncé, en France du moins, et même maintenant même en Israël, à cette partie de la religion, pour s'adapter, s'inscrire et s'assimiler à la France. Et aujourd'hui, effectivement, nos compatriotes français de confession juive, vous ne voyez pas la différence en fait. Ils vivent comme des Français, ils s'appellent comme des Français, etc. L'idée, c'est de prendre modèle là-dessus pour faire un islam de France qui soit une spiritualité que nous respectons, mais qui ne vienne pas contester nos traditions, qu'elles soient juridiques, économiques, sociales, par la sienne. C'est tout. Moi, je comprends tout à fait que quelqu'un qui veut pratiquer l'islam dans sa totalité, c'est-à-dire à la fois dans sa spiritualité, mais qui veut aussi vivre comme un musulman, comme le lui dit le Coran, qui puisse se sentir mal à l'aise en France. C'est vrai. Je veux dire, si, je sais pas, vous avez par exemple certains musulmans, il y en a beaucoup dans un pays comme l'Égypte, qui est mon pays d'origine, qui sont polygames. Bon, la polygamie est interdite en France. Vous avez la loi sur l'héritage qui dit que quand vous avez un père qui a une fille ou un fils, eh ben, la fille hérite la moitié du garçon. Par exemple. Hein. Si quelqu'un veut vivre comme ça, moi, c'est avec tout le respect. J'ai aucun problème et j'accepte aisément cette différence. Je lui dis juste que la France ne pourra pas s'adapter à ça. Donc, soit lui s'adapte, ou elle, soit il lui est loisible d'aller vivre dans un pays qui pratique l'islam dans sa totalité et où il pourra vivre son identité intégralement sans être emmerdé. C'est tout ce que je dis. Moi, si je vais au Maroc en tant que chrétien et je dis merde, mais il n'y a que des mosquées, je ne vois pas d'église. Si je vais sur une plage publique et je vois des femmes en burkini, parce que c'est la tradition, je ne suis même pas sûr que je les verrai d'ailleurs. Mais voilà, mais à supposer. Est-ce que moi j'ai le droit de dire aux Marocains, putain vous êtes fous, moi j'ai envie d'arriver avec ma femme en bikini, j'ai envie de voir des églises partout, j'ai envie que tous les magasins vendent du porc et de l'alcool, mais je vais me faire lapider. Les Marocains ne comprendraient pas ce qu'ils considéraient à juste titre comme une agression de leur identité nationale. Donc, encore une fois, pourquoi ce qui est aisément compréhensible lorsqu'on symétrise la situation à d'autres pays, pourquoi ça devient subitement illogique et criminel en France? La France est un pays comme un autre avec son identité, c'est tout. Vous voulez qu'on termine? Une question, une dernière question alors. Qui voulait, Alors pour poser les questions, je vais répondre en groupe, allez-y. Est-ce que vous pouvez, merci pour votre témoignage qui était très émouvant. La question, on dit souvent que c'est le vote nationaliste au niveau des Zemmour ou Le Pen. En quoi est-ce que nous sommes non pas nationalistes, patriotes? On est patriotes parce que nous aimons notre pays sans détester les autres. Et que les gens qui prétendent que l'amour du prochain passe nécessairement par la haine de soi sont eux les véritables haineux. On ne peut aimer l'autre que si on s'aime soi-même, parce que ce qu'on ne peut pas s'appliquer à soi-même, on ne peut pas l'appliquer aux autres. Donc on ne peut aimer l'autre que parce qu'on s'aime en tant que Français. Et à partir de là, on peut ouvrir son cœur aux autres. Mais si vous vous détestez vous-même, en réalité, ce que vous appelez l'amour du prochain n'est qu'une haine du prochain. Oui, donc pour finir, puisque ce que j'ai cru comprendre, comme on est à Sciences Po, et justement je m'adresse à vous, vous savez que Sciences Po est présent sur plusieurs campus, donc pour ma part je suis sur le campus du Havre, et donc en tant que militant pour Zemmour, on est une minorité déjà au sein de Sciences Po, à Paris une vingtaine de militants et d'actifs, plutôt une dizaine disons. Par exemple au Havre, je suis tout seul. On est 300 sur le campus, c'est un campus asiatique. Donc, mais c'est quoi les autres, des wokistes? Wokistes ou des gens qui ne s'intéressent pas à la politique, ou des décoloniaux, enfin il y a
tas de dénommés. Ma question est voilà, vous qui avez été sur les plateaux de TPMP 1 contre 20, on vous voit depuis des années défendre vos idées comme ça. Mais mon métier, c'est stigmatiser, attiser la haine. Il y a des fois où, alors, pour une joute verbale, pour un débat, ça va, mais pour une année, pour des gens qui se répètent avec des gens qu'on côtoie, comme vous l'avez souvent dit sur les plateaux de TPMP, que vous dites la différence entre les chroniqueurs et que vous voyez sur le plateau et en dehors, vous voyez vos amis. Ça peut être difficile pour des militants, et il y a peut-être des militants d'autres campus, je ne sais pas, par exemple sur les campus de Nancy ou de Reims, qui sont seuls et qui doivent défendre leurs idées, et c'est pas facile forcément tous les jours d'arriver. En fait, on est une minorité, et d'arriver à assumer nos idées. Alors, et parce que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, quel conseil vous donneriez aux militants de GZ pour continuer à affirmer leurs idées? Comment vous arrivez à garder le moral, même tous les jours Ah, bah ça, c'est. Face aux gens qui vous tournent le dos ou... Voilà, déjà, vous commencez par vous regarder en voie dans le miroir et vous dites je suis beau. Non, sérieusement, vous avez raison, c'est une bataille qui est compliquée, qui est d'autant plus compliquée qu'on se retrouve pas seulement sur les plateaux télé, mais ailleurs, souvent en minorité. Mais ne croyez pas, parce que vous savez, que ce soit sur des campus comme à Sciences Po ou comme sur les plateaux télé, en réalité, vous êtes dans des microclimats. C'est-à-dire que très souvent, quand je sors de TPMP, la première fois que j'en suis sorti, je me dis merde, mais j'étais nul, quoi. J'avais personne qui disait la même chose que moi. Tout le monde m'attaquait. Et c'était racant quand vous n'avez pas l'habitude. Je sors, j'ouvre mes réseaux sociaux, mais je reçois des messages, mais des milliers de messages de la France entière. Ah, bravo, vous avez bien tenu, vous avez bien défendu nos idées. Donc méfiez-vous des microclimats. J'ai quand même une petite pensée pour les wokistes, puisque je sais qu'ils embaument ces murs régulièrement. Vous savez, le terme wokiste vient du terme to wake, c'est-à-dire le réveil. Il faut leur dire, mais c'est quand même étrange parce que vous militez pour le réveil de toutes les cultures et de toutes les identités, sauf de l'identité nationale. Et ben moi, je suis un wokiste national. Je suis pour le réveil de l'identité nationale. Que les autres s'occupent du réveil de leur identité à eux. Moi, je m'occupe de la mienne. Voilà. Merci infiniment, monsieur Messier, de nous avoir accordé ce temps. Et je pense que tout le monde en ressort enrichi et ravi. Je vous remercie à tous d'être venus et d'avoir posé ces belles questions. Merci d'avoir participé. Je vous laisse vous diriger vers la sortie progressivement.